Donc Eric préside le McKinsey Global Institute. C'est une instance qui existe depuis 25 ans au sein de McKinsey, qui travaille beaucoup sur les tendances macroéconomiques globales. Et Eric, dans cet organisme, a plus particulièrement la responsabilité, je cite ce qu'on dit chez McKinsey, la responsabilité de s'assurer que McKinsey développe et apporte aux décideurs du monde entier la connaissance la plus avancée. Voilà, donc c'est ce que fait Eric au quotidien, qui est spécialiste par ailleurs des questions high-tech, télécommunications, productivité, qui ne sont pas totalement étrangères au sujet dont on va parler, dont on va continuer à parler. Donc, industrie américaine, rebond, renaissance, comment toi tu vois cette mécanique? Alors bonsoir à tous. Moi je pense être du côté du rebond pour le moment, avec une renaissance à venir. Commençons par la première partie, où je pense que l'étude a mis en relief tout à fait cette... Oui, parce qu'il faut juste que je sois plus près du micro. Voilà. Donc le premier point, en fait, c'est sur effectivement l'importance de la demande. Je vais reprendre un petit peu les 10 dernières années. On a parlé les 2 années passées, 1 million d'emplois créés. Avant, l'industrie américaine en avait détruit 5,8 dans la décennie précédente et 1 ou 2 millions dans les 20 ans précédents. Et en fait, quand on regardait cette destruction d'emplois, tout le monde disait que c'est des délocalisations. En fait, non. Il y a au maximum 20% de ces destructions d'emplois qui ont été liées aux délocalisations, et 80% étaient liés à 2 éléments. 1, la demande, évolution de la demande, qui est plus ou moins dans les secteurs, et 2, l'impact de la technologie pour les gains de productivité. Il faut toujours avoir en tête que l'industrie, même si elle ne représente que 10%, autour de 10% on va dire, du PIB, représente 30 à 40% des gains de productivité. Et donc la décennie précédente a vu ces 2 forces à l'œuvre qui ont expliqué ces 5,8. Et donc dans les 3 dernières années, en fait, on retrouve en positif la demande. On a toujours les gains de productivité liés à la technologie, et j'y reviendrai parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Mais donc, premier point, effectivement, rebond dû à la demande. On a parlé d'automobile. L'automobile, c'est à peu près 25% des créations d'emplois. Et en fait, les autres secteurs sont essentiellement des secteurs liés à l'automobile. L'acier, par exemple, tous les métaux, tout ce qui est caoutchouc, tout ce qui est plastique, et donc qui ont été tirés par un monde d'automobile, ou simplement aussi tirés par leur secteur individuel. Mais en gros, 4 secteurs représentent 90% du rebond et 90% de la création de valeur ajoutée, de la création d'emplois. Donc là-dessus, moi, je suis tout à fait en ligne avec le point qui est fait de très bonne façon dans le rapport. La question du gaz de schiste, pour le moment, effectivement, soutient une partie de la croissance dans certains de ces secteurs. On parlait du caoutchouc, on parlait de la chimie, des plastiques. Les secteurs industriels qui consomment de l'énergie, c'est à peu près 20% de l'industrie américaine. Donc c'est même exactement, je crois, 18%. Donc effectivement, il y a un effet sur mon accélération, mais c'est en gros 18%. Et les investissements en gaz de schiste ont été aussi 20% des investissements. Donc quand on voit justement la question des FDI aux États-Unis, des investissements étrangers, à peu près 20% sont sur le gaz de schiste, alors étrangers et locaux, mais 20% d'investissement est lié au gaz de schiste. Alors le point néanmoins sur lequel maintenant je vais m'attarder, c'est les challenges, parce qu'on a quand même parlé du déficit du commerce extérieur, à peu près 200-300 milliards, même 600 milliards toute industrie confondue, 300 milliards dans tout ce qui est, par exemple, les industries qui sont intensives, qui sont fortes en connaissances, automobiles, aéronautiques, etc. Ont aussi, on dirait, les pays d'innovation, les États-Unis, néanmoins, dans ces industries fortes en innovation, eh bien, ils ont aussi un déficit du commerce extérieur. Alors là, j'aimerais apporter 2-3 éléments qu'on n'a pas encore vus. Le premier, c'est le fait qu'on a peu de PME. C'est-à-dire que l'écosystème de ces secteurs, en fait, est très différent de l'écosystème européen. On connaît tous les grandes MNC, les multinationales, les Boeing, les GM, etc. Mais quand on regarde l'écosystème de fournisseurs, eh bien, il est beaucoup plus faible. Une bonne partie de ces PME ont été détruites dans les dernières années, en partie après la première récession de 2000-2001 et ensuite la récession de 2008. Et donc, du coup, quand on regarde les exports, d'ailleurs, le manufacturing, l'industrie globalement en Europe, les exports sont faits à 30-35% par les PME. Aux États-Unis, c'est uniquement 13%. Et donc, du coup, on a les MNC qui font le reste. Donc, du coup, un manque aujourd'hui, donc beaucoup d'importations pour ce qui est des composants pour l'industrie américaine.
Et alors, une question qu'on est en train de regarder aujourd'hui, c'est si on faisait ces calculs néanmoins en valeur ajoutée, justement, est-ce que les chiffres sont un petit peu différents puisque d'un côté, on a donc un manque de fournisseurs. De l'autre côté, néanmoins, on a énormément d'entreprises américaines, alors, grandes et moyennes, qui en fait sont très fortes dans la propriété intellectuelle. On parlait des Apple ou autres. Beaucoup d'entreprises font la conception, font le design, et ensuite elles font fabriquer. Alors elles peuvent fabriquer sur le territoire, ou il va y avoir des fournisseurs à l'étranger, ou elles font complètement fabriquer à l'extérieur. Donc ici, la question va être de revoir quel est le poids de la propriété intellectuelle dans la valeur ajoutée, mais néanmoins, de façon assez certaine, la question des fournisseurs dans l'industrie américaine, de rebâtir un écosystème dans beaucoup de ces industries, est sûrement d'abord un des challenges aujourd'hui, et peut-être une source justement là, de renaissance, en particulier pour le futur. Quand on regarde, on a beaucoup parlé aussi d'investissement en venture capital. Il est vrai qu'on le connaît tous dans la biotech, la high-tech, la clean-tech. Par contre, les investissements dans l'industrie, au sens où on définit les secteurs industriels tels qu'ils sont définis aujourd'hui, c'est 10 fois moins. Donc il y a aussi une question de se dire comment est-ce qu'on peut attirer dans ces secteurs beaucoup plus de capital et d'amener ce capital à former justement un tissu, tier 1, tier 2, tier 3, de fournisseurs pour les grands OEM dans ces différents secteurs. Donc ça, pour moi, c'est un élément qui est important de prendre en compte. Le dernier élément, je vais peut-être juste en donner un point et ensuite on pourra le développer peut-être, c'est quand on regarde la suite, quand je parlais de renaissance pour le futur, là je rejoins en partie ce que disait Clara Guémard, qui est qu'aujourd'hui on a une révolution technologique sur l'industrie du manufacturing. Révolution technologique avec tout ce qui est robotique, impression 3D et digital. C'est les trois éléments qui sont en train de changer la donne de l'industrie globalement, et en particulier de l'industrie américaine. Et pour le moment, ces trois éléments ne se voient pas énormément, il y en a un petit peu, il y a des exemples, mais ça ne voit pas encore énormément dans les chiffres. C'est pour ça que je dis que la renaissance est un petit peu à venir. Juste sur l'automatisation et l'utilisation des robots, si je prends la France comme exemple, on a un ratio de 1 à 2 avec l'Allemagne et le Japon, et de 1 à 3 avec la Corée. Le ratio est à 60% pour les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, en pourcentage de robots par, on va dire, valeur ajoutée de production, ont moins de robots que la France. Donc les États-Unis ont une opportunité d'accélération dans l'utilisation des robots, l'automatisation de leur production qui est énorme. De même dans la digitalisation, de même dans l'impression 3D. Alors ils ont énormément justement de start-up qui travaillent dessus, mais là la question c'est comment est-ce que ces nouvelles technologies vont irriguer l'industrie américaine, et c'est en cours. Alors c'est là où avec leur capacité d'adaptation, j'ai pas trop de doute qu'ils vont le faire, mais c'est encore à venir dans les années à venir, et donc peut permettre justement de faire évoluer cette base industrielle américaine pour être encore plus compétitive sur ces industries. Merci. Pierre-Noël Giraud, tu es un peu ici le régional de l'État, hein, puisque tu es professeur à Mines Paris Tech, membre de l'Académie des technologies. Pierre-Noël appartient à des conseils scientifiques de grandes entreprises. Il a participé ici à la création d'un laboratoire de recherche. Il a beaucoup travaillé initialement sur l'énergie et les matières premières. Il a écrit des livres comme L'inégalité du monde en 1996, et puis il y a 2 ans, un peu le pendant de ce rapport, hein, puisqu'il a écrit avec Thierry Veil qui anime la fabrique, un livre qui était titré « L'industrie française décroche-t-elle ?» point d'interrogation. Donc sur cette question ont été évoquées déjà la difficulté à mesurer. Qu'est-ce que tu en penses? Comment par rapport à ce mouvement, donc rebond, renaissance, transformation, dynamisme? Oui. Alors, parlant en dernier, je vais mettre un peu l'accent sur des questions méthodologiques que ce rapport soulève de façon, à mon avis, extrêmement crue et précise. C'est un très bon travail. Il s'est posé une question, rebond, renaissance, il faut mesurer ce qu'on veut observer. Or, à mon avis, on n'a aujourd'hui aucun moyen de le faire sérieusement. Bon. Prenons 3 icônes de l'analyse et du commentaire économique. La production en volume, la croissance, l'inflation et la productivité. Évidemment, c'est lié. Ces 3 termes sont liés entre eux. Bon, on ne les connaît pas. Voilà, c'est tout. On ne les connaît pas. Parce que, comme le rapport le montre très bien, dans les industries dont on vient de parler, qu'on les qualifie de numériques ou tout ce qu'on voudra, il y a
une évolution de la qualité des produits et des services, comme Louis Gallois l'a souligné, intimement liés, donc une évolution de la qualité de ce qui est produit, qui est telle qu'on ne peut pas mesurer le volume. Bon. Donc je constate que l'obsession des gouvernements, à savoir le taux de croissance, l'obsession des banques centrales, à savoir maîtriser un taux d'inflation des biens et services en dessous de, et la discussion totalement surréaliste sur la question de la stagnation séculaire, sont des débats qui n'ont pas la métrique qui permet de savoir qui a raison et qui dit vrai. Bon. Ça, c'est le premier point qui est extrêmement frappant. Alors, quelque chose de plus solide, quand même, comme élément de métrique de ce dont nous parlons, ce sont les emplois. Bon. Mais si on regarde l'évolution des emplois dans l'industrie manufacturière telle qu'on l'a définie aux États-Unis depuis, disons, 2000, on est passé de 17,3 millions d'emplois en 2000 à 11,5 en 2009, et en effet, il y a un rebond incontestable au niveau de l'emploi. Ça, c'est un indicateur réel. De plus 7%, on passe à 12,3 millions d'emplois. Mais quand même, sur l'ensemble de la période 2000-2014, le territoire des États-Unis a perdu quasiment 30% de ses emplois industriels. Pendant ce temps-là, l'euro faisait légèrement mieux, 20,7% de réduction d'emplois industriels. Mais pas de rebond. C'est la chute continue. Voilà la différence. Bon. Mais même cela ne veut rien dire, en vérité. Parce que, évidemment, ça contraste complètement avec la conviction que nous avons tous, et qui a été rappelée ici, que les États-Unis sont un territoire extrêmement dynamique pour la recherche, le développement, pour l'industrie, pour les services, etc. Ces chiffres-là ne sont en aucun cas quelque chose qui pourrait permettre de parler d'un déclin des secteurs dont il s'agit aux États-Unis. Donc même les emplois, on n'a pas la bonne métrique parce qu'on ne compte pas les bons emplois. On en reste dans des classifications, emploi industriel, au sein de l'industrie manufacturière, emploi de service, etc. Ce n'est pas du tout pertinent, à mon sens, puisque ça a été dit, je le répète, la frontière, particulièrement dans les secteurs dits industriels high-tech, entre la matière, les objets, les artefacts, les machines, les robots et les services, dans les robots même les logiciels et puis tout ce qui va avec l'installation, la maintenance, etc. La distinction pertinente, à mon avis, à mon humble avis, mais là je fais de la publicité pour mes recherches récentes, dont certaines avec l'un des auteurs de ce livre, Philippe Procrin, c'est la distinction entre ce que j'appelle les emplois nomades et les emplois industriels. Les emplois nomades, biens et services confondus, c'est des emplois qui, un jour, sont localisés là, et en fonction d'un certain nombre de facteurs qui ont été ici évoqués, sont éventuellement relocalisés ailleurs, ou au contraire reviennent, etc. Je pense aussi que le terme de relocalisation n'est pas très bon. Il y a par contre des problèmes de localisation. Il y a des nouveaux investissements. Où vont-ils créer des emplois? Et quels emplois? Donc, il faudrait mieux raisonner, et ça permettrait de faire le lien avec les problèmes de balance des opérations courantes en termes d'emplois nomades et sédentaires. Et par exemple, se demander, les États-Unis, rebond ou renaissance, combien ont-ils créé d'emplois nomades? Et là, il faudrait additionner l'industrie manufacturière et puis toute une série des services. Les services aux entreprises, pour commencer, mais toute une série de services high-tech, etc. On ne le sait pas. On ne le sait pas. On essaye de le faire, mais on bricole ça avec des statistiques existantes, etc. Deuxième exemple, ça a été évoqué par Éric Labey aussi. Bon, tout le monde sait désormais, parce que ça a été très popularisé, que cet engin-là, un iPhone 5 seulement, moi je ne suis pas toujours dernière mode, sur lequel il y a écrit conçu en Californie et fabriqué en Chine, il y a 1,8% de travail chinois là-dedans. 1,8%. 3,6% du prix sortie usine, et lequel double chez le consommateur final. Ça, c'est la propriété intellectuelle. Bon, ce n'est pas un produit chinois, ça, nous sommes d'accord. Il y a 10 fois plus de travail allemand là-dedans que de travail chinois. Donc ça veut dire que les statistiques de balance des opérations courantes et de commerce international ne veulent rien dire. Voilà, non plus. Donc, la production, ça ne veut rien dire, l'inflation, ça ne veut rien dire, la productivité, ça ne veut rien dire, et les statistiques du commerce international, non plus. Il faudrait avoir des statistiques en valeur ajoutée qui nous expliquent précisément ce que je viens de vous donner. Ce sont des statistiques en valeur ajoutée. Bon, du commerce.
Voilà, donc ça, c'est le point essentiel que je voulais dire. Maintenant, je vais quand même donner mes impressions. Je suis de ceux qui pensent, mais on ne peut pas le vérifier aujourd'hui, hein, que l'industrie américaine, au sens large que je viens de dire, est extrêmement dynamique. Une raison très simple. Hein. Nous sommes ici dans un établissement d'enseignement où nous avons le plus grand mal, et d'ailleurs, en fait, nous aurions tort d'essayer de le faire, à retenir nos élèves d'aller faire leur PhD aux États-Unis. Moi, je leur dis, allez-y, allez-y. Donc, la base fondamentale du dynamisme américain, c'est que leurs universités sont capables d'attirer les meilleurs cerveaux du monde entier, y compris les nôtres, et en plus de les inciter, ça a été dit ensuite, à rester pour fonder une entreprise. Ceux qui reviennent la fonder au Sentier, au Faubourg Poissonnière, sont courageux, mais c'est quand même beaucoup plus facile, a priori, de faire ça dans la Silicon Valley. On a des cartes en la matière, mais c'est ça qui fonde et qui continuera à fonder et qui permet sans doute de dire que dans ce domaine, les États-Unis n'ont qu'un rival pour l'instant, c'est la Chine elle-même, qui est assez grosse pour pouvoir se permettre de ne pas tomber sous le monopole, sous les monopoles que sont en train de construire les entreprises américaines dans ces domaines, et qui en plus a un dynamisme scientifique et technologique considérable. Mais l'Europe pourrait le faire. L'Europe pourrait le faire. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Je suis désolé, je trouve dommage de... Donc, les transformations dont tout le monde parle, dont tout le monde est bien conscient, de la façon même de produire, pour l'instant, on n'arrive pas à les mesurer. Donc, je me renvoie l'exigence. Il faut que les économistes fassent un effort considérable pour avoir les métriques qui correspondent à la transformation du monde actuel. Enfin, je voudrais dire deux petites remarques qui viennent autant de la discussion que de la lecture de l'excellent rapport. Sur l'énergie, bon, vous allez me trouver atrocement médiatique. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de trouver curieux qu'on se réjouisse de la baisse du prix des énergies fossiles. Vous voyez, à la veille de la COP 21, se réjouir de la baisse du prix des énergies fossiles parce que ça nous fait gagner 0,1 point de PIB, pas mesurable, et 0,0 quelque chose point d'emploi un peu mieux mesurable, c'est dramatique. Parce qu'on devrait se lamenter de la baisse du prix des énergies fossiles. Hein, bon, pour des raisons que je ne vais pas élaborer ici. Et la deuxième remarque, ça porte sur Mexique. Je suis tout à fait d'accord avec Luc Gallois, et pour moi, je mets le Canada. Hein, donc je pense que ça forme un ensemble économiquement cohérent, absolument intégré. Mais remarquons une chose, c'est qu'entre les États-Unis et le Mexique, enfin entre le Mexique et les États-Unis, on ne passe pas facilement. Les hommes ne passent pas facilement. Bien. Quel est le rapport des PIB par habitant entre les États-Unis et le Mexique? 1 à 2. Quel est le rapport entre les PIB par habitant? Je ne parle pas de Luxembourg, c'est une exception, mais disons du deuxième pays plus riche en Europe en PIB par habitant, disons la Hollande, qui fait le jeu égal avec la Norvège, et la Bulgarie. Le rapport est de 1 à 3,6. Dans un cas, il n'y a pas de circulation des hommes, dans l'autre cas, il y a circulation tout à fait libre des hommes. Ça, c'est un défi quand même très très particulier que nous avons à relever en Europe. Et voilà, je me permets de le dire parce que Louis Gallois a évoqué cette question. Nous aussi, nous avons une question de répartition des emplois nomades, y compris industriels en Europe. Il y a une migration vers l'Est, mais ça ne se fait pas du tout dans la même configuration que ce qui se passe entre les États-Unis et le Mexique. Et il faut donc en tirer aussi toutes les conséquences. Voilà, merci. Bon, merci Pierre-Noël de ton intervention dévastatrice. Donc Thibault, la prochaine fois, il faudrait faire une version allégée sans tous ces graphiques, ces chiffres qui alourdissent, voire qui induisent en erreur, ce qui est même assez ennuyeux. Avant peut-être de vous laisser répondre, juste, je voudrais me tourner à nouveau vers Eric, indépendamment donc de ce qu'on peut dire ou non avec des chiffres. Sur l'avenir de ce qui se passe aux États-Unis. Tu en as dit un mot, est-ce que tu pourrais développer ce point absolument essentiel? Alors, peut-être revenir sur deux, trois points. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est, quand on regarde ces 2-3 points, de se dire qu'est-ce qui pourrait s'appliquer à l'Europe, d'ailleurs. Parce qu'une bonne partie de la renaissance en cours, à venir, c'est une évolution fondamentale de l'industrie, pas uniquement de l'industrie américaine. Voilà, je vais être un peu plus près du micro. Néanmoins, je vais revenir sur le premier point qui sont les atouts. Il y a un élément quand même fondamental, c'est que le marché américain, probablement quand on regarde les évolutions de PIB mondiaux,
c'est 30-35%, en tout cas avec, on va dire, quand on met le Canada, la plaque nord-américaine, c'est 35% du PIB mondial, avec des croissances attendues, puisqu'il y a aussi une dynamique démographique positive, de 2, 3, 4 points. Et donc aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de tous les industriels regardent aujourd'hui, ou les entreprises des États-Unis, parce que quand vous regardez où est la croissance mondiale, elle est sur la plaque nord-américaine, et c'est 35% du PIB mondial. Et donc, d'une certaine mesure, faire l'impasse du marché américain est de plus en plus difficile. En tout cas, regardons-le positivement, se développer sur le marché américain, même si c'est souvent difficile, coûteux, etc., c'est jouer dans 35% du PIB mondial. Et ça, c'est quand même un élément très clair. L'Europe, c'est un peu plus petit en termes de marché. Deuxièmement, on a parlé de dynamique, de la dynamique d'innovation, des clusters. Il y a quand même une dynamique d'innovation extraordinaire. Et puis, troisièmement, on a une qualification, en gros, des personnes dans l'industrie, dans la technologie, qui est assez forte. Donc, quand on regarde ces trois éléments-là, ce qui justifie une grosse partie des investissements en cours. Alors, le point sur lequel je voulais revenir, c'est nous ce qu'on a appelé le next shoring, parce qu'on a beaucoup parlé d'offshoring les 20 dernières années. Et en se disant, demain, je parle des révolutions technologiques, la révolution technologique va permettre, en gros, d'implanter le manufacturing, l'industrie, près de la demande et près de l'innovation. En gros, c'est les deux sujets importants. Est-ce qu'on est près de sa demande et est-ce qu'on est près des sources d'innovation? Puisque de plus en plus, aujourd'hui, on a à peu près 2/3 des industries qui sont localisées près de leur demande. Avec les nouvelles technologies, ce chiffre va continuer à monter. Est-ce que ça sera 70-80%? Mais on va avoir de plus en plus d'industries qui peuvent se localiser près de leur demande avec les nouvelles technologies. D'où l'importance d'y être, d'investir, et sur la plaque nord-américaine représente 35% du marché, il est de plus en plus important d'y être. On voyait tout à l'heure avec l'exemple que vous donniez dans l'aéronautique, vous étiez près du marché américain. Je pense qu'il y a de nombreuses industries maintenant qui regardent en disant j'ai la plaque américaine, j'ai la plaque européenne, après je vais avoir 2 ou 3 autres plaques, chinoises, indiennes, et donc il faut que je sois près de mes marchés pour justement pouvoir fournir. Et là, avec la technologie, il n'y a plus d'arbitrage du coût du travail. En tout cas, de moins en moins, puisque le coût du travail devient de plus en plus faible dans la valeur ajoutée. Eh bien, on peut se localiser et produire à la demande en jouant sur des axes qui sont des axes temps, des axes de customisation, en tout cas de spécialisation, en tout cas d'apporter le segment de 1 du client, le rêve de tout industriel ou de tout fournisseur, d'arriver à customiser pour un client. Donc ça, pour moi, c'est un des éléments clés sur lesquels les Américains sont en train d'avancer. Mais comme je le disais tout à l'heure, on pose pas la question, est-ce que les Européens sont en train de faire la même chose? Puisque ça, c'est cet élément technologique de pouvoir se mettre près de la demande est disponible pour tout le monde. Et le deuxième élément, c'est près de l'innovation. Alors c'est là où, effectivement, je parlais tout à l'heure des écosystèmes de fournisseurs et d'innovation, se dire, est-ce que quand je me mets près de la demande, est-ce que j'ai autour de moi un écosystème qui va me permettre de continuer à innover, amener des nouvelles technologies digitales, des robots, une compréhension de la demande, etc. etc. Et ça, ça, je dirais que là, on en a parlé tout à l'heure, les Américains ont quand même dans beaucoup des secteurs une dynamique qui les positionne naturellement pour être justement des acteurs majeurs dans l'industrie. Alors, un élément que je voulais mentionner autour de ça, c'est qu'aujourd'hui, Louis Gallois a parlé d'industrie-service. Quand on regarde les emplois manufacturiers, on parlait des 11 millions, il y en a à peu près 30-35% qui sont déjà dans le software et les services. Ils sont dans la catégorie manufacturing, industrie, mais ils sont déjà software et services. Et si on pousse jusqu'au bout la partie impact des technologies, eh bien ce nombre devrait croître. En pourcentage, très clairement, des emplois manufacturiers, la composante software et services devrait croître. D'où l'importance justement d'avoir à la fois des compétences, donc justement des gens bien formés en software, on a parlé du big data, etc. Et donc là, à la fois, avoir l'écosystème software, service, formation, recherche, va être forcément un élément majeur du développement, justement, la côté innovation, du développement de l'industrie sur un territoire. Et donc en particulier, pour les États-Unis, je pense qu'entre une demande, 35% du PIB mondial, et puis des clusters d'innovation, de formation, ils ont absolument tous les atouts, justement, pour accélérer cette renaissance et cette transformation industrielle. Merci. Pierre-Noël, un point. Oui, je suis entièrement d'accord avec cette analyse, mais je pense que vous reconnaîtrez aussi, vous êtes très très bien placé pour le savoir, que le mouvement d'éclatement des chaînes de valeur
et la possibilité de les coordonner de façon de plus en plus étroite par Internet, d'autant plus avec l'Internet des objets, fait que la question c'est qu'est-ce qu'on localise près de la demande? Quel segment? Et quel segment faut-il localiser près des sources d'innovation? Bon. Alors, c'est une question que je vous pose. On pourrait à la fois avoir une situation dans laquelle, en effet, certains segments, peut-être l'assemblage final par exemple, doivent être localisés près de la demande parce ils permettent de mieux faire remonter ce que dit la demande, que certains segments ont absolument besoin d'être près de Berkeley ou du MIT, mais que bien d'autres, eux, peuvent être ailleurs, et que grâce à Internet et Internet des objets, ce sera non pas de plus en plus difficile, mais de plus en plus facile. Donc le solde global, où va-t-il s'établir? C'est pour moi vraiment une question importante. Puis je voudrais en profiter pour dire une chose aussi, c'est je n'ai pas du tout compris, mais elle n'est pas là, pourquoi Clara Guémard s'est réjouie de ce que les dépenses de santé baissaient aux États-Unis. Mais après tout, c'est un secteur comme un autre. Si la demande des gens pour la santé augmente, moi je me réjouis de ce que les dépenses, du coup, augmentent. Le sens du paradoxe, quand on sait ce que le soin unitaire aux États-Unis, la baisse du soin unitaire aux États-Unis est quand même au bénéfice de tout le monde. Oui, mais évidemment, il y a des rentes qui vont disparaître, des rentes dans les cliniques, etc. Non, mais ça, c'est une question de productivité. Oui, ils sont très mauvais, mais je pense qu'ils sont très mauvais, ils ont des gros progrès de productivité à faire, mais moi je suis absolument persuadé que les dépenses de santé partout vont augmenter et que c'est une très bonne chose. Thibaut, quelques éléments de réaction, et puis ensuite on fait à nouveau tourner les micros dans la salle. Oui, juste une réaction très rapide, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont dites. Sur le point soulevé par Père Pierre-Noël Giraud, la question de la mesure, c'est vrai que en travaillant sur ce rapport, on a eu beaucoup de difficultés à choisir les bons outils de mesure, en particulier sur des secteurs comme le numérique, les technologies de l'information et de la communication, où la qualité évidemment évolue très vite et où il faut être conscient qu'il y a cet élément qui peut biaiser les chiffres, biaiser les statistiques. Du coup, l'indicateur qui semble le plus pertinent ou le plus robuste, en tout cas, c'est celui de l'emploi industriel. Et ici, je vais juste rappeler le chiffre que j'ai déjà donné tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 millions d'emplois qui ont été détruits en 2 ans aux États-Unis, entre 2008 et 2009, et il y a seulement 850 000 emplois qui ont été recréés depuis. Donc il y a quand même un différentiel assez énorme. Et comment est-ce qu'on l'explique, nous? C'est le fait qu'il y a certains secteurs qui, en particulier l'automobile, qui sont aujourd'hui très loin de leur niveau d'emploi parce qu'ils ont profité de la crise pour se restructurer. Il faut se rappeler que le plan de sauvetage qui a été mis en place par le gouvernement américain était conditionné au fait qu'il devait y avoir des fermetures d'usines, il devait y avoir une rationalisation de l'outil de production. Donc voilà, ça a évidemment joué. Et puis le deuxième point aussi, c'est que les secteurs qui sont aujourd'hui très dynamiques, encore une fois, c'est le numérique, le digital, etc. C'est des secteurs qui sont très peu, qui créent très peu d'emplois. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que la reprise soit très forte en emploi si on est sur des secteurs aussi, des secteurs comme ça. Sur ce qu'a dit Éric Labaille, il y a 2 points sur lesquels je voulais réagir. La question des IDE. On n'a pas vraiment étudié les IDE de manière globale. On a fait un focus sur ce qui se passait entre la Chine et les États-Unis. Il y a 10 ans, il n'y avait quasiment aucun investissement direct chinois aux États-Unis. Aujourd'hui, on est sur des niveaux qui oscillent entre 10 et 14 milliards de dollars. Ça, c'était le record en 2013. Et ce qu'il faut remarquer ici, c'est que on a l'impression qu'on est arrivé à la fin d'une logique qui était vraiment très déséquilibrée et qu'il y a un nouvel équilibre qui est en train de s'établir entre ces 2 pays, entre ces 2 zones. Les investissements étrangers chinois, ils affluent aux États-Unis et ils affluent en particulier dans 3 secteurs. Dans l'énergie, vous l'avez dit, les gaz de schiste, mais aussi dans l'automobile et dans les technologies de l'information et de la communication. Donc c'est vraiment une stratégie qui est menée par les entreprises chinoises pour accéder à des matières premières qui sont essentielles au développement de la Chine et à des technologies qui sont aussi essentielles au développement de l'industrie chinoise.
Donc voilà, ça c'est un point qu'il fallait quand même soulever. Et puis je vais juste insister sur ce que vous avez dit, hein, la question des relocalisations. S'il y a un frein, un challenge qu'il faut relever pour les entreprises qui veulent retourner aux États-Unis, c'est la question de l'écosystème industriel américain qui, avec toutes les délocalisations qui sont intervenues sur les 20 dernières années, c'est vraiment délité. Et quand une entreprise veut retourner aux États-Unis, voilà, elle peut avoir toute la motivation, toute la motivation qu'elle veut. Il faut quand même qu'elle puisse trouver sur place des fournisseurs qui puissent répondre à ces exigences, qu'elle puisse bénéficier d'une main-d'œuvre formée, ce qui veut dire que le système de formation doit être adapté, qu'il doit y avoir des filières qui voilà, lui permettent d'avoir des salariés qui sont qualifiés. Donc on a toujours, il y a toujours un certain effet de mode pour des phénomènes comme ça. Les relocalisations, ça y a pas échappé. On attendait une vague massive de relocalisation. Je ne dis pas qu'elle ne va pas intervenir, mais elle va certainement prendre plus de temps que ce qu'on espérait, que ce qu'on attendait en tout cas.